Le doute raisonnable frémit en sortant de l'espace de saut. Le capitaine Elena Vasquez s'agrippa à son siège et attendit que la nausée passe. C'était toujours comme être retourné comme un gant, puis remonté de travers. Saut terminé, annonça le lieutenant Park depuis le poste de navigation. Mais capitaine, nous ne sommes pas là où nous devrions être. Elena fronça les sourcils. On n'est pas là où on est censé être. On visait Proxima Centauri. On est ailleurs, très ailleurs. Avant qu'Elena puisse répondre, les capteurs du vaisseau s'affolèrent. L'ingénieur en chef Marcus Chen leva les yeux de sa console, écarquillé. « Capitaine, il y a quelque chose là-bas, quelque chose d'important. » L'écran de visualisation s'activa automatiquement. Un vaisseau apparut devant eux. L'appeler vaisseau, c'était comme appeler l'océan une flaque d'eau. Il s'étendait dans l'espace comme une cité flottante. Des courbes douces et des parties lumineuses qui pulsaient d'une douce lumière bleue. « Eh bien, dit Helena lentement, c'est nouveau. » Une voix emplit soudain le pont. L'anglais était parfait, mais sonnait faux. « Vaisseau inconnu, vous avez pénétré en territoire d'alignement souverain. Ceci est votre premier et unique avertissement. Identifiez-vous immédiatement. » Helena jeta un coup d'œil à son officier de communication, qui haussa les épaules, impuissant. Elle appuya sur le bouton de transmission. Ici, le capitaine Elena Vasquez du vaisseau terrien, doute raisonnable. Nous sommes des explorateurs de la planète Terre. Nous n'avions aucune intention de vous importuner. Notre système de navigation a connu un petit dysfonctionnement. Un long silence s'ensuivit. Puis la voix reprit, l'air confus. La Terre. Nous n'avons aucune trace de la Terre dans notre base de données. Veuillez patienter pour l'embarquement et l'inspection. L'embarquement ? Murmura Marcus. Il pourrait au moins demander poliment. Un rayon de lumière jaillit de l'immense vaisseau et enveloppa le doute légitime. Helena sentit la gravité artificielle se modifier, tandis qu'ils étaient attirés vers le vaisseau extraterrestre. En quelques minutes, ils se trouvaient dans un hangar pouvant contenir 20 vaisseaux de leur taille. Le SAS émit un signal sonore. Helena rajusta son uniforme et fit un signe de tête à son agent de sécurité. « Allons rencontrer nos nouveaux amis. Essayez de ne tirer sur personne à moins qu'on ne vous attaque en premier. » Le SAS s'ouvrit sur 3 extraterrestres. Ils se tenaient sur 2 jambes comme des humains, mais la ressemblance s'arrêtait là. Leur peau était d'un violet profond. Leur tête était allongée, et ils possédaient 4 bras au lieu de 2. Ils portaient des robes aux reflets chatoyants et changeants. L'extraterrestre le plus grand s'avança. « Je suis l'ambassadeur Kretak de l'alignement souverain. Votre présence dans notre espace est surprenante, car vous ne devriez pas posséder la technologie permettant les voyages supraluminiques. » Helena lui tendit la main, enchantée. « Oui, nous maîtrisons le voyage supraluminique. Nous l'avons inventé il y a environ 5 ans. Nous l'appelons un moteur de saut. » Kretak fixa sa main, puis la toucha délicatement de la sienne. Fascinant. « Et vous avez développé cela indépendamment ? » Oui. Il nous a fallu 40 ans et 6 prototypes ratés, mais nous avons fini par y arriver. L'expression de l'ambassadeur était difficile à déchiffrer, mais il semblait surpris. La plupart des espèces mettent des milliers d'années à maîtriser le voyage interstellaire. Votre espèce doit être très ancienne, rit Marcus. Ancienne ? Nous n'avons inventé l'ordinateur qu'il y a environ 200 ans. Une autre extraterrestre, plus petite et ornée de marques vert vif, s'avança. D'une voix mélodieuse, elle déclara « Je suis coordinatrice scientifique. Votre affirmation est impossible. Aucune espèce ne développe la technologie du saut spatial en si peu de temps. » « Eh bien, nous, si !» s'exclama Marcus d'un ton enjoué. « C'est rudimentaire et bruyant, mais ça fonctionne. Vous voulez que je vous explique la physique ? Je vous préviens. On ne comprend pas vraiment pourquoi ça marche. On sait juste que ça marche. » Les yeux de Bellona s'écarquillèrent.
Vous avez construit un moteur supraluminique sans en comprendre les principes fondamentaux. Enfin, on en comprend d'une partie, répondit Marcus sur la défensive. On a juste tâtonné jusqu'à trouver une solution. C'est pas normal? Kitak et Vanna échangèrent un regard. Le troisième extraterrestre, qui n'avait pas encore parlé, émit un son qui ressemblait à un rire. Je vous en prie, dit Kretak en désignant une porte. Venez avec nous. Vous devez rencontrer le conseil. C'est un moment capital. Le premier contact avec une nouvelle espèce. Ils furent conduites à travers des couloirs qui semblaient irradier de l'intérieur. Tout était lisse et propre, sans couture ni joint visible. Des écrans holographiques flottaient dans l'air, affichant des textes et des images extraterrestres. Le lieutenant Park sortit son téléphone et commença à prendre des photos. « Que fait-elle » demanda Vélana, alarmée. « Elle prend des photos » expliqua Elena. « C'est normal ? On aime bien documenter les choses. »« C'est un appareil de communication » demanda Vélana en fixant le téléphone. « Il a l'air assez rudimentaire. »« Il prend de belles photos, en tout cas, » dit Park en prenant un cliché où il souriait. Ils entrèrent dans une immense salle au plafond incurvé d'où s'échappaient l'entopée des étoiles. Au centre se trouvait une estrade où étaient assis plusieurs autres extraterrestres. Ils appartenaient à des espèces différentes, réalisa Elena. Certains ressemblaient à des insectes géants, d'autres à des méduses flottantes, et l'un d'eux semblait fait de cristal vivant. Kretak fit signe aux humains de s'approcher. Honorables membres du Conseil, je vous présente les représentants de l'espèce appelée humain, originaire d'une planète nommée Terre. Ils prétendaient avoir développé la technologie du saut spatial indépendamment, en moins d'un cycle planétaire. Les membres du Conseil chuchotèrent entre eux. L'un d'eux, l'être de cristal, prit la parole d'une voix cristalline. « Humains, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de l'alignement souverain. Nous sommes une coalition de 40 000 espèces réparties dans toute la galaxie. Nous existons depuis 10 000 de vos années. Vous vous tenez devant la plus grande civilisation de l'espace connu. » Elena parcourut la salle du regard, puis se tourna vers le Conseil. « C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Combien de galaxies avez-vous explorées ?» L'être de cristal parut perplexe. « Des galaxies ? Nous avons exploré celle-ci en profondeur. »« Une seule ?» demanda Elena. « Avez-vous tenté d'aller dans d'autres galaxies ?» Un silence gêné s'installa. « Les distances sont trop vastes. » Creto dit prudemment. « Hein ?» demanda Marcus en observant le plafond. « Avez-vous envisagé un système de relais ? Se téléporter à un point, construire une station, puis sauter de là. Ce serait long, mais faisable. » Vélana resta bouche bée. « Vous avez envisagé les voyages intergalactiques ?»« Eh bien, oui, » répondit Marcus. « On ne l'a pas encore fait, mais on a quelques idées. » Un long silence s'installa dans la chambre. Finalement, l'être de cristal reprit la parole, d'une voix moins assurée qu'auparavant. « Notre civilisation ne vous émerveille pas. » Elena réfléchit un instant. « Disons que nous sommes impressionnés. Le design du vaisseau est vraiment élégant, et la façon dont vous avez intégré différentes espèces est fantastique. Nous prenons des notes, c'est certain, mais nous sommes admiratifs. On a toujours un peu supposé qu'il existait d'autres civilisations. Ce serait bizarre d'être seul, non ? » Park acquiesça, tout en continuant à prendre des photos. « Votre architecture est magnifique, au fait, très organique. La nôtre est généralement plus cubique. » Les membres du Conseil échangèrent un regard. L'expression de Kretak était indéchiffrable. « Peut-être, » dit-il lentement, « vous aimeriez voir davantage de notre civilisation pour vraiment comprendre ce que vous avez découvert. » Elena sourit. « Ce serait formidable. Nous aimerions beaucoup une visite. Attention cependant, nous posons beaucoup de questions. C'est pour cela que nous apprenons, » dit Creto à voix basse. En quittant la salle, Elena entendit un conseiller murmurer à un autre. « Ils n'ont pas peur. Ils ne sont même pas surpris. »« Non, » répondit l'autre, « ils ne le sont pas. » Quelle espèce réagit au premier contact avec curiosité plutôt qu'avec émerveillement ? Elena sourit intérieurement.
Elle pressentait que ce voyage serait intéressant. La planète capitale de Jaan brillait dans l'espace comme un joyau. Sa surface scintillait de milliards de lumières, et d'immenses structures s'élevaient du sol jusqu'en orbite, reliées par des flots de vaisseaux se déplaçant comme le sang dans les veines. Sarah Chen colla son visage contre le hublot de la navette pendant la descente. Botaniste, elle avait rejoint la délégation à la dernière minute et n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était là. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « C'est le couronnement de notre civilisation », déclara fièrement Créteau depuis l'autre côté de la navette. 10 000 ans d'art, de science et de culture matérialisés. Marcus plissa les yeux vers le paysage urbain qui se dévoilait à l'horizon. Comment gérez-vous la chaleur? Autant de bâtiments et de personnes doivent générer une quantité colossale d'énergie thermique. Crétac cligna des yeux. Nous avons des systèmes de régulation thermique, n'est-ce pas? Mais où va la chaleur? L'espace est un isolant, pas un fluide caloporteur. La dissipez-vous par rayonnement? L'évacuez-vous dans une autre dimension? Je ne connais pas les détails techniques. 1. Nous devrions parler à vos ingénieurs. Leur première étape fut les grandes archives. Ils pénétrèrent dans un dôme qui semblait fait de pure lumière. Des écrans holographiques flottaient partout, affichant textes et images dans des milliers de langues. Ici sont conservés tous les savoirs de toutes les espèces de l'alignement, expliqua-t-elle. Chaque livre, chaque découverte, chaque œuvre d'art. C'est la plus grande bibliothèque de la galaxie. Le lieutenant Park leva la main. Possède-t-elle une fonction de recherche? Bien sûr. Comment est l'interface? Peut-on faire des liens entre les bases de connaissances de différentes espèces? Vanna hésita. Il faut une formation pour l'utiliser efficacement. L'interface utilisateur a donc besoin d'être améliorée, dit Park en prenant des notes sur sa tablette. Avez-vous envisagé d'intégrer un assistant IA? Quelque chose avec du traitement automatique du langage naturel. Nous avons des archéologues pour nous aider à trouver des informations. D'accord. Mais ce n'est pas viable à grande échelle. Que se passe-t-il si tout le monde veut accéder à quelque chose en même temps? Sarah s'éloigna du groupe, fascinée par une projection holographique de plantes extraterrestres. Elle se retrouva près de l'un des archavistes, une créature flottante, ressemblant à une raie manta de lumière. « Elles sont magnifiques », dit-elle en désignant les plantes. « S'agit-il d'espèces encore vivantes ?» La voix de l'archiviste était douce et déterrée. « La plupart le sont, certaines ont disparu. C'est triste. Avez-vous pensé aux banques de semences? La préservation génétique. Nous le faisons sur Terre pour les espèces menacées. Certaines espèces font l'objet de tels registres. Certaines, dit Sarah en fronçant les sourcils. Pas toutes. Vous avez ici la connaissance de 40 000 espèces, mais vous ne préservez pas systématiquement la biodiversité. L'archiviste baissa légèrement les yeux. Nous préservons le savoir de la vie. Le savoir n'est pas la vie, dit doucement Sarah. On ne peut pas replanter le savoir. Ensuite, ils furent conduits aux flèches de l'éternité, d'immenses tours qui flottaient au-dessus de la ville sans aucun support apparent. La technologie antigravité, expliqua Crétac, a été perfectionnée pendant plus de 5000 ans. Marcus fit le tour d'un des points d'ancrage, le scannant avec un appareil portable. C'est fascinant. La manipulation de la gravité est incroyablement précise. Quelle est votre source d'énergie? Des prises d'énergie du point zéro, répondit Crétac. Intéressant. Quel est votre système de secours? Que se passe-t-il en cas de panne de courant? Il n'y a pas de panne de courant. Ces flèches sont là depuis 5 millénaires, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si elles s'effondraient? Avez-vous des protocoles d'urgence? L'expression de Crétac était difficile à déchiffrer. Pourquoi prévoir quelque chose qui n'arrivera pas? Parce que l'entropie existe, répondit Marcus. Écoutez, je ne veux pas être impoli. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. J'essaie simplement de comprendre les systèmes de sécurité. L'un des autres extraterrestres de leur groupe de guides, une créature insectoïde nommée Tiktar, prit la parole. Votre espèce prévoit l'échec. Nous, on prévoit tout, répondit Helena. Espérer le meilleur, se préparer au pire, c'est un peu notre marque de fabrique.
L'après-midi, ils se rendirent au centre de fabrication, où ils firent une démonstration de technologie d'assemblage moléculaire. Une machine pas plus grosse qu'un réfrigérateur a construit un dispositif complexe à partir de matières premières en quelques secondes. Impressionnant, admit Marcus. Et l'efficacité énergétique? Acceptable, répondit-il. Et la chaleur résiduelle? Nous avons des systèmes de refroidissement, mais quel est le rendement réel? L'énergie consommée par rapport au produit obtenu. Vélana consulta un écran. Environ 43%. Marcus haussa les sourcils. 43. Ce n'est pas bon. Nos imprimantes 3D atteignent les 70% de leur capacité. Vos imprimantes? Demanda Vélana d'une voix faible. Oui, nous travaillons sur l'assemblage moléculaire depuis une vingtaine d'années. C'est encore expérimental, mais nous progressons. La dernière étape de la journée fut les appartements privés du Conseil éternel. Ils y rencontrèrent des êtres ayant vécu des milliers de tiers d'années, leur conscience passant d'un corps sequeuse à l'autre selon les besoins. L'un d'eux, un être ancien nommé Thoraxis, prit la parole d'une voix grave et profonde. Nous avons été témoins de l'ascension et de la chute des civilisations. Nous avons vu des étoiles naître et mourir. Nous sommes la mémoire vivante de cette galaxie. Sarah leva timidement la main. Puis-je poser une question philosophique? Bien sûr, jeune humaine. Lorsque tu transfères ta conscience dans un nouveau corps, comment sais-tu que tu es toujours toi? Autrement dit, s'agit-il réellement d'une continuité de conscience ou plutôt de la création d'une copie tandis que l'original meurt? Thoraxis resta silencieux un long moment. Voilà une question. Nous en débattons depuis des millénaires. Oh, dit Sarah, pardonnez-moi, je ne voulais pas aborder un sujet aussi délicat. Non, répondit lentement Thoraxis. C'est une question pertinente que nous devrions peut-être examiner plus attentivement. Ce soir-là, les humains furent logés dans un hôtel de luxe donnant sur l'un des jardins quantiques de Jataron. Sarah ne put s'empêcher d'aller admirer les plantes. Elles étaient magnifiques, scintillantes, d'une lumière intérieure, et poussant selon des géométries impossibles. Elle s'agenouilla pour en examiner une de près et rit. « Qu'est-ce qui est drôle ?» demanda Helena en la rejoignant sur le balcon. « Ces plantes incroyables, fruits de l'ingénierie quantique, » dit Sarah en montrant du doigt. « Elles ont des pucerons. » Des pucerons? De minuscules insectes qui se nourrissent des plantes. Ce sont des parasites. Malgré toute cette technologie de pointe, ils doivent encore faire face aux insectes qui dévorent leur jardin. Helena sourit. C'est plutôt rassurant, en fait, non? Certains problèmes sont universels. De retour dans le quartier gouvernemental, Kto était assise avec Vanna et Tiktar dans un bureau silencieux. Ils discutaient des humains depuis des heures. Ils ne réagissent pas comme prévu, dit Vanna. Toutes les autres espèces rencontrées ont été bouleversées par le premier contact. Elles étaient émerveillées, effrayées ou respectueuses. Les humains, eux, nous critiquent. Ils considèrent nos plus grandes réussites comme des points de départ, s'exclama Tiktar. Comme si tout ce que nous avons construit n'était qu'une ébauche. Kretak resta silencieux, songeant aux événements de la journée. Ils ne cherchent pas à nous insulter. Je ne crois pas qu'ils se rendent compte qu'ils sont insultants. Alors que cherchent-ils à faire? Demanda Vélana. Je pense, répondit Kak lentement, qu'ils essaient de comprendre. Ils perçoivent de notre technologie non pas comme de la magie ou des miracles, mais comme des problèmes d'ingénierie avec des solutions. Ils nous traitent d'égal à égal, même s'ils se trouvent être plus avancés dans certains domaines. Ne devrions-nous pas être égaux? Demanda Vanna. La question restait en suspens. Nous avons toujours été l'espèce aînée, finit par dire Kretak. Les enseignants, les guides, nous n'avons jamais rencontré d'espèce qui refusa d'être impressionnée par nous. Sont-ils impressionnants? Demanda Tiktar. Kretak repensa à Marcus qui s'interrogeait sur la gestion de la chaleur, à Sarah qui questionnait le transfert de conscience, à Park qui voulait améliorer l'interface des archives. Je ne sais pas, admit-il, mais ils sont certainement intéressants.
Dans ses appartements, Sarah prenait des notes dans son journal sur les plantes qu'elle avait observées. À la fin, elle écrivit. Ils ont bâti quelque chose d'incroyable ici. 10 000 ans de civilisation, et c'est d'une beauté véritable. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'ils ont cessé de se poser des questions. Ils ont atteint leur apogée et ont décidé d'y rester. Je me demande ce qui arrive quand une civilisation décide d'arrêter sa croissance. Elle contempla la ville scintillante et sourit. Je suppose que nous allons bientôt le découvrir. 3 mois s'étaient écoulés depuis que le doute raisonnable avait trébuché dans l'espace de l'alignement souverain. La Terre avait envoyé davantage de vaisseaux, davantage de personnes et davantage de questions. Beaucoup de questions. L'ambassadeur Chen Wei, assis dans son nouveau bureau sur Jataron, se massait les tempes. Sa fille Sarah l'avait prévenu que cette mission serait compliquée, mais il ne l'avait pas vraiment cru jusqu'à présent. « Monsieur », annonça son assistant par l'interphone, « l'ambassadeur Kretak est là. Il dit que c'est urgent, faites-le entrer. » Kretak entra, l'air agité, ce qui était inquiétant car l'extraterrestre était d'ordinaire calme. Il déposa une tablette de données sur le bureau. « Vos ingénieurs, » dit Kretak sans préambule, « ont publié un article. » C'est bien, non? Partagez les connaissances. Ils ont publié un article pointant 17 inefficacités dans la conception standard de notre hyperpropulseur. Chen prit la tablette et parcourut rapidement le résumé. Oh, ça a l'air critique. Ça sème le chaos. Kretak a dit que des espèces plus jeunes le lisent et se demandent pourquoi nous n'avons pas réglé ces problèmes. Certains trouvent cela insultant. Était-ce une erreur? Kate Théo s'assit lourdement. Non, c'était tout à fait correct. C'est bien là le problème, soupira Chen. Je vais leur parler de formulation diplomatique. Il ne s'agit pas seulement des ingénieurs, poursuivit Creto. Votre personnel médical a mis au point des traitements pour 3 maladies que nous considérions incurables. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ce le serait s'ils n'avaient pas fait ça en 3 mois. On essaie de guérir ces maladies depuis des siècles. Chen se laissa aller en arrière. Laissez-moi deviner. Les gens posent des questions embarrassantes. Beaucoup de questions. Creek acquiesça. Votre fille, elle a aussi provoqué un incident. Sarah, qu'a-t-elle fait? Elle a présenté un exposé sur notre méthode agricole, suggérant qu'on pourrait augmenter les rendements de 40% grâce à la rotation des cultures et aux associations de plantes. Elle a qualifié nos méthodes actuelles de monoculture inefficaces. Avait-elle raison? Les premiers tests semblent l'indiquer. Chen soupira. Je vais lui parler aussi. Après le départ de Koch, Chen appela sa fille. Son visage apparut sur l'écran, fatigué mais excité. « Papa, ça tombe à pic. Il faut absolument que tu vois ce qu'on a trouvé dans les archives. » Saviez-vous qu'ils ont à peine effleuré l'informatique biochimique? Sarah, il faut qu'on parle diplomatie? Elle se dégonfla légèrement. J'ai encore froissé quelqu'un, n'est-ce pas? Vous dites à une civilisation vieille de 10 000 ans qu'elle pratique mal l'agriculture, mais c'est le cas. Papa, ils ont l'espace et les ressources nécessaires pour pratiquer une véritable permaculture, mais ils sont englués dans des méthodes d'agriculture industrielle qui ne sont même pas efficaces. Il fallait que quelqu'un dise quelque chose. Peut-être fallait-il le dire avec plus de douceur. Sarah resta silencieuse un instant. J'essaie, papa. Vraiment. Mais partout où je regarde, je vois des occasions manquées. Ils possèdent toutes ces connaissances, toutes ces technologies, mais ils ne les combinent pas de façon novatrice. Ils se contentent de maintenir ce qu'ils ont. Ce n'est pas à nous de résoudre ce problème. Peut-être bien, murmura Sarah. C'est peut-être pour ça qu'on les a rencontrés. À l'autre bout de la ville, Marcus Chen se tenait dans un atelier de maintenance avec un groupe d'ingénieurs en alignement. Ils examinaient un centre de distribution électrique qui alimentait tout un quartier. « Voilà le problème, » dit Marcus en désignant un conduit incandescent. « Vous voyez comment le flux d'énergie crée ce cercle vicieux? Il gaspille environ 15% de votre production totale. » L'un des ingénieurs, un être cristallin nommé Zarat, émit un grincement. « On a toujours fait comme ça, non?
Mais est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé pourquoi? Un autre ingénieur prit la parole. Une jeune créature ressemblant à un dauphin doté de mains. Je me suis interrogé sur cette boucle de rétroaction. Mon superviseur a dit qu'elle était nécessaire à la stabilité du système. Non, dit Marcus. Écoutez, je peux vous montrer le calcul. On pourrait rediriger 3 connexions et éliminer complètement le gaspillage. Les cristaux de Zarat s'illuminèrent d'un rouge intense. Vous êtes ici depuis 3 mois. Nous entretenons ces systèmes depuis 3000 ans. Et je ne dis pas que vous avez mal fait les choses, rétorqua Marcus rapidement. Je dis simplement que vous avez bien fait les choses il y a 3000 ans. La technologie évolue. Il existe aujourd'hui de meilleures solutions. Peut-être, dit le jeune ingénieur avec hésitation. On pourrait tester une petite modification. Zarit se retourna et partit sans un mot de plus. Marcus soupira. Ai-je tout gâché? Le jeune ingénieur laissa échapper un son qui ressemblait à un rire. Non, tu l'as fait réfléchir. C'est pire. Pendant ce temps, le capitaine Elena Vasquez gérait sa propre crise diplomatique. Une compagnie minière humaine avait établi ses activités dans une ceinture d'astéroïdes qui, techniquement, n'était revendiquée par aucun gouvernement. Or, la vérité technique n'est pas toujours la vérité diplomatique. La ministre du territoire de l'Alliance se nommait Silvara et ressemblait à une mante religieuse de plus de 2,40 m. Mais vous aviez pourtant affirmé que la ceinture n'était revendiquée par aucun gouvernement. Elena a fait remarquer que le lieu n'était pas revendiqué car il est sacré pour le peuple ornate. Ils ne revendiquent pas de territoire car ils estiment que l'espace n'appartient à personne. Ils auraient pu le mentionner. C'est de notoriété publique, vous le savez aussi. Elena a ajouté « Nous sommes nouveaux ici. Nous ne connaissons pas encore toutes vos coutumes. » L'antenne de Silvara a tressailli, peut-être sous l'effet de la frustration. Voilà précisément le problème. Vous arrivez et vous commencez à tout chambouler sans comprendre le contexte. Nous, on ne cherche à rien changer. On est juste nous-mêmes. C'est ça qui nous préoccupe, dit Silvara d'une voix douce. Ce soir-là, un restaurant humain ouvrit ses portes dans le quartier des divertissements de Jatan. C'était un petit endroit sans prétention, mais on y servait une cuisine authentique. La propriétaire, une femme nommée Maria Rodriguez, était loin d'imaginer l'impact qu'elle allait avoir. Les premiers clients étaient des extraterrestres curieux qui avaient entendu parler de la cuisine humaine. Ils ont goûté des tacos, des pizzas, et ce que Maria appelait un pain de viande réconfortant. En une semaine, il y avait une file d'attente qui faisait le tour du pâté de maison tous les soirs. « Je ne comprends pas », dit Maria à Sarah, qui s'était arrêtée pour goûter un peu de chez elle. « Pourquoi sont-ils si enthousiastes à propos de notre cuisine? Ils ont des synthétiseurs moléculaires qui peuvent tout fabriquer. » Sarah prit une bouchée de riz et de haricots et sourit. C'est exactement pour ça. Ici, tout est parfait. Goût parfait, texture parfaite, valeur nutritive parfaite. Votre cuisine est désordonnée et imprévisible. Elle est faite à la main, elle est imparfaite. Vous dites que ma cuisine, et c'est mauvaise, je dis qu'elle est authentique. Et je crois qu'ils ont oublié ce que signifie l'authenticité. Dans la salle du conseil, une séance d'urgence était en cours. Le sujet était l'humanité. Le débat s'enflammait. Ils perturbent notre société, a déclaré un conseiller. En 3 mois, ils ont remis en question notre technologie, notre médecine, notre culture et notre agriculture. Ils résolvent aussi des problèmes. Un autre a rétorqué « Nous avons fait plus de progrès médicaux en 3 mois qu'au cours du siècle dernier. Voilà qui devrait nous inquiéter. » Une troisième voix s'éleva. « Pourquoi n'avons-nous pas réalisé ces progrès nous-mêmes ?» Le silence se fit dans la salle. Thoraxis, l'être ancien rencontré lors de leur voyage, prit enfin la parole. « J'ai vécu 6000 ans. J'ai vu de nombreuses espèces rejoindre l'Alliance. Toutes ont appris de nous. Aucune ne nous a enseigné jusqu'à présent. Les humains ne nous sont pas supérieurs, objecta quelqu'un. Non, concéda Thoraxis. Mais
ils sont différents. Ils contemplent la galaxie d'un œil neuf. Ils se posent les questions que nous avons cessé de nous poser il y a des millénaires. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Demanda quelqu'un. Je ne sais pas, admit Thoraxis. Mais c'est assurément troublant. Dans un coin tranquille d'une réception diplomatique, Créto trouva Sarah qui observait la ville par la fenêtre. « Tu as l'air soucieuse, dit-il. « J'ai peur qu'on cause des problèmes, admit Sarah. Ce n'est pas notre intention, on est juste ravis d'être ici, d'apprendre de vous. Mais partout où on va, on a l'air de contrarier les gens. »« Vraiment ?» demande Acto. « Mais peut-être qu'on avait besoin d'être contrarié. » Que voulez-vous dire? C resta silencieux un instant. Quand vous êtes arrivés, je m'attendais à ce que vous soyez émerveillés par nous. Toutes les autres espèces l'ont fait. Mais vous n'étiez pas émerveillés. Vous étiez intéressés. Vous avez constaté nos réussites et vous avez immédiatement cherché à les améliorer. C'est impoli, n'est-ce pas? C'est honnête, dit Créto. Et l'honnêteté, c'est quelque chose que nous avons évité. Nous nous sommes tellement félicités de nos succès que nous avons oublié de continuer à progresser. Vous êtes trop dur envers vous-même, dit Sarah. Vous avez construit quelque chose d'incroyable. Nous l'avons construit, puis nous avons cessé, répondit Quito. Vous autres, les humains, vous continuez à construire, à vous interroger, à évoluer. C'est épuisant à observer, mais aussi inspirant. Avant que Sarah ne puisse répondre, le communicateur de Crétox émit un signal. Il le consulta et son expression changea. Qu'y a-t-il? Le Dominion Zarkith a établi un contact direct avec la Terre. Il vous propose la technologie de votre planète en échange de votre expertise en ingénierie. Sarah sentit son cœur se serrer. Les Arath, ce sont vos rivaux, n'est-ce que c'est pas? Oui. Et ils ne sont ni aussi patients, ni aussi pacifiques que nous. Crétac la regarda gravement. Votre espèce a un choix à faire, et ce choix façonnera l'avenir de cette galaxie. Sarah contempla la ville scintillante et se demanda ce que dirait son père. Quel que soit le choix de la Terre, elle pressentait que la galaxie ne serait plus, jamais la même. Le message du Dominion Zarketh parvint au quartier général du gouvernement unifié de la Terre un mardi matin. Il était poli, professionnel et d'une grande générosité. Trop généreux, pensa le réalisateur James Park en lisant le document pour la 3e fois. Il nous propose une technologie d'armement de pointe, dit-il à son comité consultatif. Des boucliers défensifs, des armes à énergie et un système appelé encre de réalité qui empêche la téléportation ennemie. Que veulent-ils en échange? Demandez au général Okonkwo, consultant technique. Ils veulent que nos ingénieurs examinent leur système et proposent des améliorations, comme nous l'avons fait pour l'alignement. Exactement. Un silence s'installa. Chacun comprenait la portée de ces propos. Les deux superpuissances galactiques se disputaient l'attention de l'humanité, et la Terre se retrouvait prise en étau. « Nous devons faire très attention », déclara Park. « Un seul faux pas, et on pourrait déclencher une guerre ou y mettre fin, » suggéra quelqu'un. « Si on arrive à les amener à dialoguer plutôt qu'à s'affronter, c'est optimiste, » dit Okono. « Ces civilisations sont rivales depuis des millénaires. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elles nous écouteront? » Parce que, dit lentement Park, nous sommes les seuls à ne pas être impressionnés par l'une ou l'autre. Sur Jatothéron, l'alignement traversait une crise. Le Conseil éternel siégeait depuis 3 jours sans interruption, et les tensions montaient. Les jeunes espèces remettent tout en question, déclara un membre du Conseil. Notre autorité, notre technologie, notre leadership, tout cela grâce à l'influence humaine. N'est-ce pas une bonne chose? Demanda Vélana. Elle avait été invitée à prendre la parole en tant que personne. Ayant passé beaucoup de temps au contact des humains. Le progrès exige des questions. Le progrès exige aussi de la stabilité, rétorqua un autre membre.
nous avons maintenu la paix pendant 10 000 ans en maintenant l'ordre. Maintenu ou imposé? Demanda Viléna à voix basse. La salle s'embrassa de débat. Thoraxis leva une main massive pour imposer le silence. Nous posons la mauvaise question, dit l'être ancien. La question n'est pas de savoir si les humains perturbent notre société. C'est évident. La question est de savoir pourquoi nous sommes si facilement perturbés. Un nouveau silence s'installa. « Que voulez-vous dire » demanda quelqu'un. « Si notre civilisation est aussi forte que nous le croyons, pourquoi la présence d'une nouvelle espèce la menace-t-elle? Si notre technologie est réellement supérieure, pourquoi leurs suggestions sont-elles si efficaces? Si notre culture reste vraiment stable, pourquoi est-elle ébranlée? » Personne ne sut répondre. Raxis poursuivit. « J'ai vécu 6000 ans. J'ai vu l'Alliance passer d'un partenariat de 12 espèces à un empire de 40 000, et j'ai observé, au cours des 3 dernières millénaires, notre lente stagnation. Nous avons étendu notre territoire, certes. Nous avons accueilli de nouvelles espèces, certes. Mais quand avons-nous eu pour la dernière fois une idée véritablement novatrice? Nous avons des programmes de recherche, protesta quelqu'un. Des programmes de recherche qui perfectionnent les technologies existantes. Thoraxis a déclaré « Quand avons-nous révolutionné quelque chose pour la dernière fois? Quand avons-nous fondamentalement changé notre façon d'aborder un problème? » Vous dites que nous avons stagné. Bana a répondu. Je dis que nous nous sommes installés dans notre zone de confort et que les humains nous mettent mal à l'aise. Pendant ce temps, Marcus Chen se trouvait dans un laboratoire avec un groupe de jeunes scientifiques de diverses espèces. Ils travaillaient sur le problème de l'efficacité de l'hyperpropulsion et l'atmosphère était électrique. En redirigeant le flux d'énergie via un collecteur secondaire, suggéra l'ingénieur à l'allure de dauphin, nous pourrions réduire les pertes d'énergie de 8%. Et si on utilisait un système de mémoire tampon en cascade? Demanda un petit scientifique insectoïde. Mon espèce utilise un système similaire pour le traitement des données, et ça pourrait marcher, dit Marcus en dessinant sur un écran holographique. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de combiner ces approches? Non, répondit Zarit. L'ingénieur cristallin était de retour après une semaine d'absence. Parce que nous ne combinons généralement pas les technologies d'espèces différentes. Pourquoi pas? Demanda Marcus. Parce que chaque espèce a ses propres méthodes, ses propres normes. Mais vous faites tous partie de la même civilisation? Demanda Marcus perplexe. Pourquoi ne pas partager vos méthodes? Le groupe échangea des regards. Finalement, le jeune dauphin ingénieur prit la parole. Parce que nous avons toujours gardé les technologies de nos espèces séparées. Cela préserve l'identité. Cela maintient les silos. Marcus fit remarquer. Vous possédez le savoir de 40 000 espèces et vous ne faites pas de fertilisation croisée des idées. C'est comme avoir une immense boîte à outils et n'en utiliser qu'un seul. L'humain a raison, dit Zar lentement. Nous avons vu trop petit. Un étudiant humain, Alex Kim, avait déposé sa thèse dans la base de données publique de l'alignement. Il s'agissait d'une analyse comparative de la technologie supraluminique chez différentes espèces, assortie de suggestions d'approches hybrides. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un la lise. Il était loin d'imaginer un tel succès viral. En une semaine, sa thèse avait été téléchargée 3 millions de fois. Des scientifiques de tous horizons en discutaient, la débattaient et la développaient. Certains étaient furieux, la jugeant arrogante. D'autres étaient enthousiastes, la qualifiant de révolutionnaire. Alex était assis dans son petit appartement sur Jateron, fixant ses messages avec incrédulité. « Je crois que j'ai fait planter Internet », dit-il à son colocataire. Une linguiste humaine nommée Dana. « Tu as fait planter tout son système universitaire », corrigea Dana. « Regarde ses commentaires. Ils débattent de la pertinence de remettre en question les théories établies. » Bien sûr que oui. Voilà comment fonctionne la science. Apparemment pas ici. Ils peaufinent les mêmes théories depuis des millénaires sans jamais les remettre fondamentalement en question.
Ce n'est pas de la science, a déclaré Alex. C'est de la religion. Cette remarque sera plus tard citée dans plusieurs articles universitaires, comme le moment où le fossé philosophique est devenu évident. L'ambassadeur Chen Wei prenait un café avec Kretak dans un café tranquille. C'était devenu une rencontre régulière, une occasion de discuter en dehors des canaux diplomatiques officiels. Les Archites ont fait une offre à la Terre, dit Chen. Je sais. Que vas-tu faire? Je ne sais pas encore. Que penses-tu que nous devrions faire? Kretak fut surpris par la question. Tu me demandes mon avis. Bien sûr, tu es notre ami. Je suis ton contact diplomatique. Vous l'êtes tous les deux. Chen a déclaré. Écoutez, je sais que la situation est complexe. Les Arquettes sont vos rivaux, mais d'après ce que j'ai compris, cette rivalité est surtout historique. Vous n'avez pas fait la guerre depuis 2000 ans car nous maintenons des frontières strictes. C'est peut-être là le problème, a-t-il suggéré. Avez-vous seulement envisagé de leur parler, non pas en rivaux, mais en voisins? Kitak resta silencieux un long moment. C'est une suggestion très humaine, une suggestion très pragmatique. Vous craignez tous deux que nous ne perturbions votre société. Peut-être devriez-vous plutôt perturber vos sociétés respectives, de manière positive. Je doute que le Conseil approuve. Le Conseil est terrifié, déclara Chen sans embâge. Non pas par nous, mais par le changement. Et je commence à croire que c'est là le véritable problème. Ce soir-là, Sarah rencontra Kretak à sa demande. Ils traversèrent l'un des parcs de Jataron, entourés d'arbres bioluminescents. Tu m'as demandé un jour pourquoi nous ne sommes pas émerveillés par votre civilisation. Sarah dit, j'y ai réfléchi, et nous sommes émerveillés. Nous sommes constamment émerveillés, mais pas surpris. Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Nous avons toujours cru trouver d'autres formes de vie ici. Nous l'espérions, nous en rêvions. Alors, quand nous vous avons trouvé, ce n'était pas un choc. C'était une confirmation. Vous vous attendiez à ce que nous existions. Nous nous attendions à ce que quelqu'un existe. Et nous nous attendions à ce qu'ils soient des gens comme nous. Des gens intelligents, créatifs, imparfaits, qui ont accompli des choses extraordinaires, commis des erreurs et persévéré. Elle sourit. Vous êtes exactement ce que nous espérions. Vous n'êtes ni des dieux, ni des anges, ni quoi que ce soit de mystique. Vous êtes simplement des gens qui font cela depuis plus longtemps que nous. Des gens comme les autres, répéta Kitak. Les meilleurs, dit Sarah. Ceux qui bâtissent de magnifiques cités, préservent le savoir et s'efforcent d'améliorer la galaxie, mais aussi ceux qui s'enferment dans leurs habitudes et cessent de se poser des questions. Tu crois qu'on a cessé de se poser des questions, n'est-ce pas? Demanda doucement Sarah. Quand est-ce que quelqu'un de l'alignement a dit pour la dernière fois « Et si on se trompait » Quand est-ce que vous avez essayé quelque chose de complètement nouveau pour la dernière fois sans savoir si ça marcherait? Kitak ne répondit pas tout de suite. Ils marchèrent en silence à travers les arbres lumineux. « Tu as demandé pourquoi tu n'étais pas émerveillé par nous, dit-il finalement. La vraie question serait peut-être « Pourquoi sommes-nous si émerveillés par toi ?» Parce que nous sommes nouveaux. Parce que tu es encore en pleine croissance, dit Creek. Nous avons passé 10 000 ans à bâtir une civilisation stable. Vous, vous avez passé 200 ans à tout détruire et à reconstruire en mieux. Nous admirons la stabilité. Vous admirez le progrès. Ce sont des valeurs incompatibles. Elles pourraient l'être. Sarah a dit que vous avez besoin de stabilité. Nous avons besoin de patience. C'est peut-être pour cela que nous nous sommes rencontrés, pour nous équilibrer, pour apprendre l'un de l'autre. Cacto s'arrêta et la regarda. Le Conseil a peur de vous. Nous le savons, mais pas moi. Je suis à la fois excitée, confuse et stimulée. Je n'ai pas ressenti cela depuis très longtemps. Sarah sourit. Bienvenue dans le monde des humains? Est-ce toujours aussi désagréable? Généralement, oui, mais cela en vaut généralement la peine. Sur Terre, le directeur Park avait pris sa décision.
Il composa un message qu'il envoya à la fois à l'alignement souverain et aux dominions arquètes. On pouvait y lire « Merci pour vos propositions. La Terre choisit de rester indépendante et ouverte à l'amitié avec toutes les puissances galactiques. Nous partagerons librement notre savoir avec quiconque le demande, et nous accueillerons, avec plaisir, tout partage de savoir en retour. Nous ne prendrons pas parti dans les conflits qui ne nous concernent pas, mais nous faciliterons volontiers le dialogue entre toutes les parties. Nous sommes nouveaux dans cette galaxie, mais nous croyons en un principe simple. La coopération de tous profite à tous. C'était naïf, c'était idéaliste, c'était profondément humain, et cela a tout changé. 5 ans après le premier contact, la galaxie avait changé d'aspect. Pas de changement radical, mais une transformation subtile, comme une rivière qui aurait dévié de son cours. Sur Jaron, le docteur Sarah Chen donnait un cours intitulé « Philosophie pratique de l'ingénierie » à ses étudiants. Un mélange d'espèces, de jeunes scientifiques et ingénieurs désireux de comprendre l'approche humaine de la résolution de problèmes. La clé, expliqua-t-elle en écrivant sur un tableau holographique, c'est de toujours se poser la question du pourquoi, et ce, 3 fois. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Pourquoi ce choix a-t-il été fait? Pourquoi n'a-t-il pas été modifié? Un étudiant leva un tentacule. C'était un culard, une espèce ressemblant à une méduse flottante. Mais professeur Chen, n'est-ce pas irrespectueux de remettre en question les plans d'ingénieurs expérimentés? Ce n'est irrespectueux que si la question est posée avec irrespect, répondit Sarah. On peut remettre en question quelque chose tout en respectant le travail accompli. Les ingénieurs qui ont conçu ces systèmes étaient brillants, mais ils travaillaient avec les connaissances et les outils de leur époque. Nous disposons de connaissances et d'outils nouveaux. Ce n'est pas un manque de respect que de chercher à améliorer leur travail, c'est un hommage. Un autre étudiant, le jeune ingénieur spécialisé dans les dauphins, qui se faisait désormais appeler Kilmar, prit la parole. Les humains semblent considérer toute technologie comme temporaire, comme si rien n'était jamais vraiment terminé. Or, comme ce n'est pas le cas, expliqua Sarah, il n'existe pas de solution parfaite, seulement la meilleure solution possible à un instant donné. Dès qu'on pense avoir atteint le but, on cesse de progresser. Ça a l'air épuisant, dit Cullard. Sarah rit. C'est tout à fait le cas, mais c'est aussi passionnant. À l'autre bout de la ville, Marcus Chen se trouvait dans un lieu bien plus vaste. Le Conseil de l'innovation y tenait sa réunion trimestrielle, et l'amphithéâtre était plein à craquer. Ce conseil avait été créé 3 ans auparavant, après que l'Alliance eut finalement admis que son approche traditionnelle était devenue obsolète. Marcus, à la tribune, présentait la toute dernière conception de l'hyperpropulseur hybride. Ce système combinait technologie d'alignement, système d'alimentation Zarketh, principe d'ingénierie humaine et innovation issue de 12 autres espèces. Les résultats des tests ont dépassé toutes les prévisions, a-t-il déclaré en présentant des graphiques. Nous constatons une efficacité supérieure de 60% à celle des hyperpropulseurs standards et le système est plus stable. Nous l'appelons le propulseur Unity. Des applaudissements ont retenti, mêlés à quelques grognements parmi les membres les plus âgés de l'assistance. Pendant la séance de questions-réponses, un ingénieur cristallin s'est levé. C'est Zarit qui, finalement, devint l'un des plus fervents défenseurs du projet. « Je travaille avec des ingénieurs humains depuis 5 ans maintenant », expliqua Zarit. « Je dois avouer qu'au début, je les trouvais agaçants. Ils remettaient tout en question. Ils proposaient des modifications à des systèmes qui fonctionnaient depuis des millénaires. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Ils ne remettaient pas en question nos compétences. Ils remettaient en question nos hypothèses. Et il y a une différence. » Applaudissements plus nourris cette fois. Après la présentation, Marcus fut approché par une délégation du Dominion Zarketh. C'étaient de grands êtres reptiliens dont les écailles scintillaient à la lumière. Monsieur Chen, leur chef, déclara « Nous souhaiterions vous inviter à prendre la parole dans notre Académie des sciences. »
Marcus cligna des yeux. Dans l'espace Zarkeat, est-ce autorisé? Il y a 5 ans, non. Aujourd'hui, oui. Les temps changent. Ces changements avaient commencé par une simple réunion. Après que la Terre eut annoncé sa politique de coopération ouverte, l'Alliance et les Archaïtes avaient été contraints de reconsidérer leurs relations. Si l'humanité voulait partager ses connaissances avec tous, les deux puissances avaient 2 options. Rivaliser pour gagner les faveurs des humains ou tenter de collaborer. Elles choisirent la seconde, d'abord à contre-cœur, mais l'ambassadeur Chéni avait insisté. Il était tête-à-tête assis dans son bureau, lisant les rapports de la première station de recherche conjointe de Zarkeat. Il s'agissait d'une petite installation étudiant les techniques d'exploitation minière des astéroïdes. Rien de dramatique, mais c'était un début. Kretak entra sans frapper. Ils étaient devenus de proches amis au fil des ans, si proches que les formalités semblaient superflues. « Tu as vu ça ?» demanda Cook en jetant une tablette sur le bureau. Chen la prit et lut. C'était un article de presse relatant une manifestation sur l'une des planètes extérieures de l'alignement. Des groupes conservateurs exigeaient l'arrêt de la contamination humaine et le retour aux valeurs traditionnelles. « Quelle est l'importance de ce groupe ?» demanda Chen. « Petit mais influent. Peut-être 10% de la population les soutient. Ce n'est pas rien. »« Non », acquiesça Crick en s'asseyant. « Le changement suscite toujours des résistances. Mais je pense que c'est sain. » Chen haussa un sourcil. « Vous pensez que les manifestations contre nous sont saines? Je pense que le débat est sain. La divergence d'opinion est saine. Depuis 10 000 ans, l'alignement privilégie le consensus par-dessus tout. Mais un consensus sans dissension conduit à la stagnation. Si l'on débat de la voie à suivre, c'est que nous avançons réellement. C'est très philosophique. Je suis des cours avec votre fille, dit Kathéo, avec ce qui ressemblait à un sourire. Elle m'a contaminé avec la pensée humaine. Je m'en excuse. Non. Le capitaine et les Navasquez se tenaient sur la passerelle du doute raisonnable, qui faisait désormais partie d'une flotte d'exploration conjointe. Ils approchaient d'un système inexploré, accompagné de vaisseaux de 6 espèces différentes. Les capteurs détectent des structures sur la 3e planète, rapporta le lieutenant Park. Des structures artificielles? Une autre nouvelle espèce? Demanda Helena. On dirait bien. Devrions-nous suivre le protocole de premier contact? Helena sourit, se souvenant de leur propre premier contact, 5 ans plus tôt. Oui, mais essayons d'être un peu plus diplomates cette fois-ci. Préparons un message de bienvenue en plusieurs langues. Et puis, enfin, personne n'a critiqué leur technologie avant même qu'on se soit présenté. L'équipage rit. Ils connaissaient tous ces histoires. Lorsqu'ils entrèrent en contact avec cette nouvelle espèce, une race d'êtres ressemblant à des loutres bipèdes, l'accueil fut professionnel et chaleureux. Helena expliqua qu'ils représentaient une coalition d'espèces explorant la galaxie ensemble. Les êtres loutres étaient, à juste titre, émerveillés. Mais une fois la surprise passée, leur chef demanda « Que voulez-vous de nous ?»« De vous ?» demanda Helena. « Rien. Nous voulions juste vous saluer et voir si vous aviez besoin de quelque chose. Tout le monde veut quelque chose. » Eh bien, nous serions ravis d'en apprendre davantage sur votre culture et votre technologie si vous êtes disposés à les partager, et nous serions heureux de partager la nôtre. Mais il n'y a aucune obligation. Vous pourrez rejoindre la communauté galactique quand vous le souhaiterez. L'être loutre parut perplexe. Vous n'êtes pas là pour nous conquérir ni pour exiger un tribut. Certainement pas. Nous sommes là pour être voisins. C'est inhabituel. Oui, on nous le dit souvent. Helena a dit « Les humains ont cette drôle d'idée que rencontrer de nouvelles personnes devrait être amical et coopératif. On a répandu cette idée. Ça fait des émules. » Sur Terre, Alex Kim soutenait sa thèse de doctorat. Elle était devenue célèbre dans tout l'alignement et son comité comprenait des professeurs de 4 espèces différentes. Sa thèse proposait une restructuration radicale du fonctionnement du système académique galactique, supprimant les barrières entre les bases de connaissances spécifiques à chaque espèce et créant une approche véritablement intégrée de la science.
Le problème fondamental, affirmait-il, n'est pas le manque de connaissances, mais le manque de transfert de ces connaissances. Chaque espèce a développé des technologies extraordinaires, mais elles restent cloisonnées. Il faut abattre ces barrières. L'un des professeurs extraterrestres, érudit âgé d'une espèce insectoïde, prit la parole. « Tu es jeune et tu ne connais la galaxie que depuis 5 ans. Qu'est-ce qui te fait croire que tu comprends mieux nos traditions académiques que nous ?»« Je ne les comprends pas, » répondit Alex honnêtement. « Je ne les comprends absolument pas. Mais je comprends le savoir, et je sais que les meilleures idées naissent de la combinaison de différents points de vue. Vos traditions sont précieuses, mais elles ne doivent pas être des barrières. Ce devraient non être des ponts. » Le professeur resta silencieux un instant, puis émit un cliquetis qui ressemblait fort à un rire. « Approuvé. Votre diplôme vous est accordé, et j'espère que vous viendrez enseigner dans mon université. » Le soir même, une fête fut organisée au restaurant de Maria, qui comptait désormais 3 établissements à Jaron. L'endroit était bondé d'humains et d'extraterrestres, tous mangeant de la nourriture terrestre et échangeant des anecdotes. Sarah trouva Crito assis seul à une table dans un coin, observant la foule. « Tu as l'air pensif, » dit-elle en s'asseyant. « Je me souviens, Crito m'a dit qu'il y a 5 ans, tu m'avais demandé pourquoi je n'étais pas émerveillé par toi. Te souviens-tu de ma réponse? Tu étais émerveillé par notre croissance? Oui, et 5 ans plus tard, je constate que tu n'as jamais cessé de grandir. Mais plus encore, tu nous as incités à recommencer à grandir. » Sarah observa la salle du restaurant. Elle vit un ingénieur cristallin expliquer la mécanique quantique à un étudiant humain. Elle vit un diplomate Zarat rire avec un scientifique spécialiste de l'alignement. Elle vit des espèces qui ne s'étaient jamais côtoyées auparavant partager une table et échanger des idées. « Je ne crois pas que nous ayons fait cela, » dit-elle. « Je crois que nous vous avons simplement rappelé que c'était possible, mais ce rappel était nécessaire. » Crétac marqua une pause. « Dites-moi franchement, n'êtes-vous toujours pas émerveillé par nous ?» Sarah réfléchit à la question. « Je suis émerveillé chaque jour. Non pas parce que vous avez accompli des prouesses impossibles ou vécu des millénaires, mais parce que vous avez su évoluer. Vous étiez à l'aise, prospère, puissant. Vous auriez pu nous rejeter, nous chasser, imposer votre vision, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez écouté, vous vous êtes adapté, vous avez évolué. C'est là le plus extraordinaire. » Même si c'était gênant, surtout parce que c'était gênant, ils restèrent un instant assis dans un silence confortable, observant la fête. « Et maintenant ?» demanda Kitak. « Où allons-nous à partir de là ?»« En avant ?» répondit simplement Sarah. « Ensemble, on fait des erreurs, on les corrige, on pose des questions, on trouve des réponses, comme on l'a toujours fait. La même chose que tu faisais avant d'oublier. Et si on échoue, on échoue. Ensemble, et on recommence. C'est très humain, mais je crois que tu commences à comprendre. » L'expression de Cito se transforma en quelque chose que Sarah avait appris à reconnaître comme un sourire. « Dresse, je crois que oui. » Au-dessus d'eux, à travers le plafond transparent du restaurant, des vaisseaux sillonnaient les étoiles. Des vaisseaux humains, des vaisseaux alignés, des vaisseaux arquettes et des dizaines d'autres. Ils évoluaient ensemble, explorant, commerçant, apprenant. La galaxie n'avait pas été bouleversée. Il n'y avait eu ni guerre spectaculaire, ni révélation fracassante. Les humains étaient simplement apparus, avaient refusé de se laisser impressionner par l'ordre établi et avaient sans commencé à poser des questions. Parfois, cela suffisait. Sur Terre, une jeune fille leva les yeux vers les étoiles et demanda à sa mère : « Sommes-nous seuls ?» Sa mère sourit. « Non, ma chérie, nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été. Et maintenant, nous le savons. » Les extraterrestres sont-ils extraordinaires? Ce sont des êtres humains, des êtres intelligents, créatifs et imparfaits, qui ont construit des choses incroyables, tout comme nous. Ça n'a rien de très palpitant. « Crois-moi, » dit sa mère en repensant au rapport du Conseil de l'innovation. « C'est plus passionnant que tu ne peux l'imaginer, car le plus extraordinaire, ce n'est pas ce que nous avons découvert là-bas, c'est ce que nous construisons ensemble. »
La fillette réfléchit un instant, puis sourit. Est-ce que je pourrais être astronaute quand je serai grande? Tu peux être tout ce que tu veux. Je veux être le genre d'astronaute qui pose plein de questions. Sa mère rit. Alors tu seras comme un poisson dans l'eau. Quelque part dans l'espace profond, le doute raisonnable a fait le saut vers un nouveau système, prêt à poser de nouvelles questions et à nouer de nouvelles amitiés. Derrière lui, la galaxie continuait d'évoluer, une conversation à la fois. C'était chaotique, c'était compliqué, c'était déstabilisant, c'était parfait.